Bonjour, je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme dans le Gers. Alors je suis heureux aujourd'hui de retrouver enfin le soleil après des jours et des jours de pluie. Dans la vidéo bilan 2025 projet 2026, je vous faisais part de mon intention de planter des fruitiers dans le verger. Et l'un de vous m'a recommandé de prendre contact avec la ferme des Mawagites, qui est pas très loin de chez moi. C'est donc ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine qui gère la pépinière de la ferme. Antoine qui a été assez sympa pour venir jusqu'ici sur le terrain pour me faire un cours complet sur les fruitiers et leur plantation, sachant que je n'y connais absolument rien, je pars complètement de zéro. Alors vous allez voir, la vidéo est assez longue parce que c'est un sujet vaste et passionnant, mais comme d'habitude elle est chapitrée, donc vous pouvez sauter directement à la partie qui vous intéresse. Allez, on va retrouver Antoine. Bon Antoine, bonjour. Bonjour. Merci de venir me donner un coup de main sur le projet de plantation d'arbres fruitiers sur le terrain. On va peut-être commencer par une petite présentation, qui tu es, ce que tu fais, ton activité. Ouais. Du coup, moi, c'est Antoine Faure, de la pépinière des Mawagites. On est un collectif paysan. En fait, la ferme des Mawagites s'est montée il y a déjà quelques années, Ouais. où il y a pas mal d'activités diverses et variées autour de l'agricole, mais pas que. Il y a une association où on fait des événements, des soirées musicales, plein de choses. Et moi-même, je m'occupe de la partie pépinière fruitière. Ouais. Donc Mais ça veut dire que chacun arrive avec ses idées d'activité et chacun développe son truc, ou comment ça fonctionne? Ouais, au début, la ferme des Mawagites, on a commencé sur du maraîchage parce que c'est une activité qui fédère vite. Il y a un gros besoin en nourriture, en local, Ouais. etc., etc. C'est les copains, là, Guillaume et Grégoire, qui ont commencé. Qui se sont rendus compte qu'ils faisaient vite beaucoup plus de légumes que ce qu'ils n'avaient besoin pour leur propre conso. Et du coup, ils ont développé ça. Puis après, ils se sont fait déborder. Je suis arrivé pour leur filer un coup de main. D'accord. Il y avait eu du monde avant qui est parti. Et puis moi, je suis arrivé. Enfin bref, il y a eu pas mal de mouvements dès le départ là, de la ferme des Mawagites. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment envie d'être maraîcher à plein temps et de tout ce que ça représente derrière. C'est un métier qui est quand même Oui, d'après ce que j'ai vu, compliqué. c'est quand même très prenant, c'est exigeant, et puis après, il faut vendre. Ouais. Vendre, c'est pas forcément le problème. En tout cas, nous, ça allait. Mais c'est sûr que du coup, on était trois. Faut avoir les mêmes envies, les mêmes directions, les mêmes rythmes. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas à tous les niveaux. Et du coup, on s'est pas séparés, mais chacun a récupéré une activité de la ferme. Guillaume, il fait des plants de légumes, du coup, et puis il plante beaucoup de haies et d'arbres forestiers l'hiver. D'accord. Il est retourné à ses premiers amours avec Arbres et Paysages 32, dans laquelle, grosse asso là, du Gersoise, dans laquelle il a bossé longtemps. Ok. Grégoire Servant, il s'occupe de la gémothérapie, qu'il avait toujours... poste sur lequel on travaillait ensemble, mais c'est quand même plus lui qui le... C'est quoi la gémothérapie? La gémothérapie, c'est de la phytothérapie à base de bourgeons, de plantes, d'arbustes, de tout ce qu'on trouve dans nos haies. En fait, tous les bourgeons sont remplis de principes actifs. D'accord, ok. Et peuvent nous soigner. En fait, il fait ça avec Hélène, du coup, avec la branche Mawa Gem, Mawa Gémothérapie, quoi. Et il fait de l'arboriculture aussi. Avec moi un petit peu, je l'aide de temps en temps, mais c'est vraiment pas c'est pas mon cœur de métier. Donc lui, il a 2 grosses parcelles, une chez lui en olivier, grenade et puis bientôt agrumes. Et à la ferme des Mawagites, en l'occurrence in situ, il y a surtout des pommiers, puis pas mal d'autres petites choses où lui il récolte des bourgeons, moi je récolte des greffons, des boutures. D'accord.
Et du coup, on a embauché il y a un maraîcher qui est venu s'installer, Barthélemy Beige, qui, du coup, lui, a récupéré tout l'outil de production en maraîchage parce qu'on voulait surtout pas abandonner Ouais. cet atelier. Et puis, petit à petit, vient s'installer d'autres personnes, que ça soit sur un projet de restauration, avec le restaurant des Mamagites, que ça D'accord. soit un projet d'atelier de poule pondeuse avec Lali. Oui, j'ai vu sur le site, Voilà. vous faisiez des soirées, enfin des repas. Ouais, en plus de ça, donc à côté, en parallèle, quoi, il y a l'association des Mamagites qui s'est créée il y a déjà un petit moment, c'était pendant le Covid. Parce qu'il y avait des gens qui avaient envie de sortir, de voir faire la fête, etc. On était en plein air et puis on pouvait faire des premières soirées tapas. Oui, Quoi. c'est vrai. Ouais. C'est parti de là. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un projet de restauration aujourd'hui D'accord, avec Elliot et Théo. Parce que bah, du coup, on avait envie d'une dynamique autour de la culture, du vivre ensemble, de faire la fête, de proposer aussi des ateliers autour du vivant, autour de la ferme, de ce qu'on fait. D'accord. Donc la ferme, c'est le lieu fédérateur de diverses activités. Ouais, chacun arrive avec son idée et essaie de développer son truc. Oui, c'est ça. Après, ça n'empêche pas du tout de bosser en commun, mais il s'avère que pour le moment, c'est pas forcément le cas. Après c'est pas rédhibitoire, puis il n'y a rien de figé. Ok, d'accord. Voilà, moi, je m'occupe en tout cas de tout ce qui est reproduction de plantes qui donnent des fruits. D'accord. Donc des vivaces et des arbres, surtout des arbres fruitiers, à vrai dire. Bon, bah, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ben, ça tombe bien. Bon, alors voilà le terrain sur lequel j'aimerais planter quelques fruitiers. Tu vois, il y en a déjà des pommiers, on a un cerisier par là. Ouais. Bon, mais ça a été planté par, je sais pas, suffisamment longtemps pour qu'il y ait des arbres qui commencent à mourir, quoi. Ouais. Ils commencent à être vieux, donc il faut renouveler. Ouais. Donc, moi, comme je te l'ai dit, je n'y connais rien. Je ne sais pas le nombre d'arbres qu'on peut mettre sur cette surface, quel espacement il faut respecter entre les arbres. Voilà, donc si tu veux bien me guider un petit peu là-dessus. Oui, donc la densité de plantation, je ne sais pas si c'est le premier sujet, mais en attendant, c'est sûr que c'est un sujet important parce que de là découlent beaucoup de choses. Ça dépend. Déjà, moi, de façon très pragmatique, j'ai telle surface, combien j'achète d'arbres? C'est la première question. Oui, c'est vrai, carrément. Mais ça dépend en premier lieu du porte-greffe et de la vigueur du porte-greffe. Parce que donc le porte-greffe, c'est la partie vraiment racinaire de l'arbre. L'arbre, il est fait de deux parties très distinctes au niveau du point de greffe, où c'est vraiment... Attends, je t'arrête, parce que moi, je croyais naïvement qu'on prenait un noyau, on le mettait dans la terre, et hop, ça faisait un arbre. Donc, non, alors, ça marche pas tu peux faire simplement. ça. Tu peux faire ça, et tu auras une chance sur peut-être 100 pour les pommes, d'avoir une pomme intéressante, qui ait du goût, qui soit pas acide, et qui retourne pas au sauvage. Donc, qui retourne pas à une pomme... sauvage qu'on a dans les haies, etc. D'accord. Tu peux avoir une bonne pomme, mais tu auras très peu de chance. D'accord, donc si je prends mes pêches qui sont sur le terrain, que j'en trouve une bonne, je me dis tiens, je vais la planter pour avoir d'autres pêchés aussi bons, je suis absolument pas sûr de retomber sur le truc. La pêche, c'est le contre-exemple. Ah. Ouais, la pêche, on a souvent semé des noyaux de pêche comme ça dans les vignes notamment. Oui. D'où l'expression d'ailleurs pêche de vigne. D'accord. Où on dit en fait que le pêcher il est relativement fidèle au semis. Ça veut dire que un noyau de pêche issu du coup d'une pollinisation entre un pêcher et un autre va donner une pêche qui est relativement proche du pêcher qui l'apporte. Potentiellement parce que cette pollinisation s'est faite entre le pêcher et lui-même, d'auto-fécondation. D'accord. Et aussi parce que voilà, c'est comme ça, on sait que si on a une pêche jaune, à chair jaune, on a quand même pas mal de chances de retrouver une pêche jaune à chair jaune. D'accord. Mais évidemment, il y aura brassage génétique quand même. Donc il y aura des caractéristiques différentes qui vont s'exprimer. Et le pêcher ne sera pas le même que ses parents, quoi.
Parce que les gènes du pêcher, enfin il y a des gènes qui sont dans le noyau, et il va récupérer d'autres gènes ailleurs? Oui, bah, c'est une fécondation. C'est une fécondation croisée, c'est comme chez nous, hein, c'est vraiment la même chose. À savoir qu'il y a un brassage génétique entre le père et la mère. Ouais, mais qui est le père et qui sont les deux parents quand je plante un noyau dans la terre? Allez, je vous interromps quelques minutes parce que cette affaire d'ADN et de gènes n'était pas très claire dans mon esprit. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai maintenant une idée plus précise de comment se produit le brassage génétique chez les arbres. Et ce qui a fait tilt, c'est quand j'ai réalisé que l'ADN de la chair d'un fruit n'était pas le même que l'ADN du noyau du fruit. Mais n'allons pas trop vite, je vous ai fait un joli dessin. Alors, on va prendre un noyau qui a un certain ADN qu'on va mettre dans la terre, et de ce noyau est issu un arbre qui a évidemment le même ADN que le noyau qu'on va appeler l'ADN 1. Au bout d'un moment, cet arbre va faire une fleur qui en général est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles. Alors pour les gamètes femelles, ça va être des ovules qui sont contenus dans le pistil, et pour les gamètes mâles, c'est le pollen qui est contenu dans les étamines. Mais déjà à ce stade, l'ADN a été légèrement modifié par un processus qu'on appelle méiose, qui consiste à réarranger les gènes de l'ADN. Donc on est déjà passé de l'ADN 1 à l'ADN 2. Alors on pourrait se dire, comme la fleur a à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles, eh bien un arbre peut s'auto-féconder. Alors dans la majorité des cas, non. Il y a des mécanismes qui empêchent l'autofécondation, sauf par exemple pour le pêcher qui lui peut s'autoféconder. Alors pour que notre fleur fasse un bébé, c'est-à-dire donne un fruit, il faut qu'elle soit fécondée par le pollen d'un arbre extérieur, d'une variété évidemment compatible. Donc cet arbre extérieur va fournir son ADN par l'intermédiaire du pollen qui va être transporté par des insectes ou autres mécanismes. Donc on va avoir une combinaison de l'ADN 2 de la fleur avec l'ADN 3 amené par l'arbre extérieur pour aboutir à un nouvel ADN qu'on va appeler ADN 4. Et donc cet ADN 4, c'est l'ADN du noyau. Il faut bien réaliser que l'ADN du noyau et l'ADN de la chair ne sont pas les mêmes, puisque l'ADN de la chair, c'est l'ADN de l'arbre, et en fait l'ADN de la chair est issu de l'ovaire. Donc ça explique que si vous mangez un fruit que vous trouvez particulièrement bon, vous dites tiens, je vais récupérer le noyau pour le planter. Vous n'avez absolument aucune garantie de retrouver la saveur du fruit puisque ce que vous plantez n'a pas le même ADN que ce que vous avez mangé. Alors si on s'amuse à faire l'exercice pour un pommier, on estime que pour 100 noyaux qu'on va planter, on va obtenir pour 75 cas des arbres avec des fruits qui sont immangeables, 25 cas de fruits qui vont être comestibles, 4 cas de fruits qui vont être bons, et juste, avec de la chance, un cas où les fruits vont être excellents et vont peut-être conduire à créer une nouvelle variété. Alors le cas du pêcher est un petit peu particulier puisque lui peut s'auto-féconder et donc il va y avoir beaucoup moins de brassage génétique, ce qui fait que la différence entre l'ADN du noyau et l'ADN de la chair est beaucoup moins grande et donc on a beaucoup plus de chances de tomber sur un pêcher qui soit aussi bon que le fruit qu'on a utilisé pour le faire pousser. Alors une façon de conserver l'ADN d'un arbre, c'est pas de le féconder, mais c'est de le cloner. Et pour cloner un arbre, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le greffage. Donc c'est-à-dire qu'on prélève un greffon, c'est-à-dire un petit morceau de l'arbre initial, qu'on vient greffer sur un jeune arbre qui va être la base, le support, donc le porte-greffe. Et de cette manière, on est sûr que les fruits issus de ce nouvel arbre vont avoir le même ADN que les fruits de l'arbre initial. Alors attention, le goût d'un fruit n'est pas uniquement déterminé par l'ADN. Il y a aussi la qualité du sol, les conditions climatiques qui jouent. Donc même si on pratique le greffage, on n'est pas absolument sûr d'obtenir systématiquement des fruits qui vont avoir exactement le même goût que les fruits de l'arbre d'origine.
Bon, maintenant que tout ça est un peu plus clair dans notre esprit, allons retrouver Antoine. Oui, voilà. Donc, en gros, les variétés qu'on peut semer comme ça, plutôt les espèces qu'on peut semer comme ça, ce sera le pêcher, essentiellement. Il y en a qu'on fait de l'abricot de semis. Donc, Ouais. on parle de variétés de semis. Je crois que c'est en Lot-et-Garonne, le commun de Clairac et Pêche de Nancy, ces variétés-là, de mémoire, sont des variétés issues de semis. Donc c'est possible d'avoir une bonne variété, mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on va attendre longtemps avant d'avoir des fruits. Ouais. Et en plus, il faut que le noyau ou le pépin se retrouve dans de bonnes conditions de sol. Ouais. Or, c'est pas forcément le cas. Si on sème justement chez nous un noyau d'abricot ou même un noyau de pêche, eh ben on aura peu de chances que ça se passe bien parce que c'est pas le sol qui lui convient. D'accord. Ça, c'est un des premiers aspects de la greffe. Pourquoi on greffe? C'est pour que qu'on choisisse le porte-greffe. D'accord. Parce que le porte-greffe s'adapte aux conditions pédoclimatiques, D'accord. donc de sol et de climat. Ça, c'est la première. C'est une des caractéristiques premières. À savoir typiquement que si on a un sol calcaire, le noyau de pêche toujours, lui, va pas très bien se développer. Par contre, si on le greffe sur un hybride pêcher-amandier, l'amandier a moins de mal à résister à des sols calcaires et là, il va pas chloroser, en tout cas moins, à cause du calcaire. D'accord. Voilà. Ok. Si on a des sols très lourds, on va pouvoir greffer le pêcher sur plutôt un prunier ou en tout cas des porte-greffes plus résistants à l'asphyxie racinaire, parce que souvent des sols lourds, argileux comme on a chez nous dans le Gers, génèrent potentiellement l'hiver maintenant des asphyxies, de l'hydromorphie, l'asphyxie racinaire. Et là c'est pareil, il y a des essences de porte-greffes du coup, qui sont plus résistantes que d'autres. Ok. Voilà. Ok, je comprends mieux l'usage de la greffe. Ouais, donc la greffe, c'est notamment pour ça. C'est aussi pour reproduire à l'identique, quasiment à 100%, on ne rentrera pas dans les détails, mais à l'identique, une golden, par exemple, ou une pâte de loup, pour parler d'une pomme peut-être plus intéressante que la golden. La pâte de loup qui a une très bonne pomme, qui a beaucoup de goût, une variété ancienne. Bon, bah, on veut la garder parce qu'elle nous plaît. Ouais. On prend un bout de l'arbre, du coup, il y a tout l'ADN, une fois de plus, de cette variété de pommes. Donc on prend un greffon, qui est une pousse de l'année, la dernière pousse en fait de l'arbre. On la prend là maintenant, d'ailleurs c'est la période pour récolter ces greffons. Et on va venir le greffer sur un porte-greffe qui va nous donner un sion au bout d'un an. Un sion, c'est un arbre greffé d'un an. D'accord. Avec un porte-greffe du coup en bas, et puis au-dessus, le greffon qui a fait un bourgeon qu'on a gardé, un seul bourgeon qui fait la première pousse de l'arbre. Ouais. Et comme ça, on est sûr d'avoir la pâte de loup. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la deuxième... Donc la greffe, c'est juste un très jeune arbre sur lequel on met... Alors après, il y a plein de types de greffes, et pareil, je pense qu'on ne va pas rentrer dans tout ça dans cette vidéo, parce que c'est très compliqué, puis il y a plein de greffes différentes, mais on peut greffer des arbres plus vieux, on peut surgreffer des vergers. Mais souvent, le plus simple, quand même, pour nous, en tout cas pépiniéristes, pour les particuliers aussi, consommateurs qui veulent acheter des fruitiers, le plus simple, c'est d'acheter un arbre d'1 an, un sion, qui a une pousse d'1 an, qui peut avoir un racinaire de 2 ans, mais en gros, qui a une pousse d'1 an, ou alors une pousse de 2 ans éventuellement, mais à partir de 2 ans, moi je déconseille parce qu'on va avoir des arbres qui ont poussé longtemps chez le pépiniériste, et plus ils sont implantés dans le sol, plus c'est difficile de les arracher, de les et de les replanter et qu'ils repartent bien. Oui, qui s'adaptent à un nouveau terrain. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'un arbre juvénile est beaucoup plus adapté à repartir dans un autre sol que le sol du pépiniériste. Ok, donc la greffe qu'on utilise a un impact sur la densité, c'est-à-dire l'espacement qu'on doit respecter entre les arbres. Tout à fait, ouais. Donc la grosse caractéristique du porte-greffe,
c'est que donc elle s'adapte aux conditions pédoclimatiques, elle me disait, ça reste très important. Ouais. Et aussi, c'est elle qui donne la vigueur à l'arbre. Oui, alors La c'est un vigueur, truc que j'ai découvert. Tu as des vigoureux, des semi-vigoureux, enfin, il y a Des même nanifiants. Des nanifiants, ouais, Ouais. j'ai découvert ça aussi. Ouais, il y a toute la gamme de vigueur entre le franc. Le franc, c'est celui qui est issu de semis. C'est, si tu veux, un pommier sauvage. Ça va être le pommier franc, qui va être le plus grand. Ouais. Et qui va être donc le porte-greffe le plus vigoureux, versus, après, on a sélectionné depuis des siècles des porte-greffes plus petits pour faciliter la récolte, pouvoir produire plus à l'hectare dans des schémas de productivité en arboriculture, parce que sinon, on aurait moins d'arbres à l'hectare. Est-ce qu'on produirait beaucoup moins Enfin, si, on produit quand même beaucoup plus à l'hectare. Et surtout, on influe sur la mise à fruit, le temps de mise à fruit. Ça, c'est assez important aussi. Il y a des gens qui me disent, moi, je veux des fruits vite. Eh ben, ne prenez pas des francs. Ouais. Parce que plus on est nanifiant, plus on est petit, plus on a un cycle de vie court. En gros, grosso modo, après, c'est pas forcément vrai pour tous les porte-greffes, mais c'est quand même la grosse généralité. Et plus on a un cycle de vie court, plus on a une phase juvénile aussi qui est courte. D'accord. C'est un peu comme un Yorkshire qu'on a réduit, c'est souvent l'exemple qu'on donne. Bon, il va avoir une maturité sexuelle plus rapide, en fait. Ah, je ne connaissais pas parce qu'il a une durée de vie plus courte, quoi. D'accord. Je ne connaissais pas la sexualité des Yorkshire. Non, alors j'en suis pas persuadé, mais en tout cas... En tout cas, c'est l'idée, c'est que il faut dealer entre l'envie d'avoir des fruits rapidement versus la place que les arbres vont prendre. D'accord. Et après, donc, entre le nanifiant et le franc, donc le nanifiant, souvent, c'est les arbres qu'on voit dans les vergers classiques. En arboriculture conventionnelle ou bio, peu importe. Oui, des gens qui produisent. Les gens qui produisent, eux, vont vouloir récolter presque à hauteur. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on les appelle aussi des vergers piétons. Et c'est pas pour rien qu'on a nanifié, c'est que du coup, on va accélérer fortement la récolte et donc être plus rentable, quoi. Versus le franc, c'est celui qu'on voit dans les vergers de plein vent, en Normandie, où on fait paître les vaches en dessous. Et du coup, c'est des arbres de haut jet aussi, on peut dire. Haute tige. Bon, il y a plein de termes pour dire la même chose, à savoir des grands arbres. Et au milieu de ça, souvent, on a des arbres semi-vigoureux. D'accord. Que nous, en tout cas, on a planté à la ferme des Maogites, parce qu'on ne voulait pas avoir des arbres nanifiants. Parce que les nanifiants, le problème, c'est que, ils ont un petit système racinaire. Ils sont petits, ils vont donner des petits arbres et du coup il va falloir les arroser, potentiellement les traiter aussi, leur donner à manger. Ils sont du coup un peu plus fragiles. Il faut s'en occuper plus. Par contre, on peut avoir une mise à fruit au bout de 2-3 ans. Et ça veut dire qu'ils ont plus tendance à avoir des maladies Ça veut dire qu'ils sont un peu plus fragiles, ils sont un peu plus fragiles et surtout il faut les tutorer, les palisser. Après, on voit bien les vergers piétons, ils sont palissés. Donc moi, j'en produis un petit peu, mais clairement plus en direction des professionnels ou des vergers maraîchers qui veulent faire une ligne de pommes. Ce sera assez efficace parce que du coup, ils produisent vite. Ils peuvent produire beaucoup, mais il faut en mettre aussi beaucoup des arbres. Ils produisent... Enfin, un arbre nanifiant versus un arbre franc, évidemment, le nanifiant va moins produire que le franc. Mais le franc, on va en mettre 10 fois moins. Donc, à l'hectare, un hectare de nanifiant... il faut que tu attendes plus longtemps pour avoir les fruits. Voilà. D'accord. Donc, à un bout de l'échelle, tu as ce que tu appelles les francs, c'est des vigoureux, alors. Oui. Et à l'autre bout, c'est les nanifiants. Et au milieu, tu as les semi-vigoureux. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Exactement. Donc, si tu es sur des francs, tu as un arbre haut qui a une longue durée de vie, mais qui tu dois attendre pour avoir les fruits. Tu dois attendre quoi? Quel ordre de... entre 6 et 8 ans. 6 et 8 ans. Ouais. Un semi-vigoureux, ça va être quoi alors? Entre 3 et 5 ans. Ça dépend beaucoup de comment on les conduit. Mais entre 3 et 5 ans, D'accord. Et donc, cette question de taille ramène directement à la question initiale de la quantité d'arbres que tu peux mettre sur une surface. Exactement, Donc, exactement. Et donc, en gros, les semi-vigoureux, quand même, qui sont
un peu les plus adaptés à un public de particulier, on les met entre 3 et 5 mètres, on va dire, D'accord. un peu en fonction des variétés. Nous, on était plutôt à 6 mètres, on se rend compte que c'est large, 6 mètres, avant que deux pommiers se touchent. Et même s'ils se touchent un peu, c'est pas forcément gravissime. Là, on voit chez toi qui sont relativement proches. À ton avis, c'est quoi là? C'est des... C'est soit des semi-vigoureux, soit des francs. À gauche, ça doit être des francs. Ouais, ceux-là, là. Je sais pas si c'est pas... Bon, après, j'ai pas regardé, mais... On peut s'approcher un peu. Mais voilà, en fait, la problématique du franc, on la voit bien ici, c'est que cet arbre qui est relativement grand, le haut, comment on va aller récolter les fruits? Donc on peut très bien monter dedans, on peut avoir envie d'avoir un grand cerisier ou un grand pommier, comme c'était le cas sur les vieilles fermes, parce que c'est beau, c'est des arbres qui sont super. Et en même temps, il faut bien avoir en tête que si on veut du fruit, c'est pas forcément le plus adapté. Par contre aussi, ce qu'il faut bien avoir en tête, du coup, c'est que les semi-vigoureux seront un peu moins résistants que les francs. Oui. Donc c'est toujours, il faut choisir entre plusieurs aspects. Les francs peuvent être indiqués aussi dans des haies. Si on veut faire des haies fruitières, ils n'auront pas de mal à être au-dessus. Ouais. Les semi-vigoureux aussi, mais il faudra quand même calmer un peu la haie, il faudra la contenir. Et voilà, donc moi je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire de francs. Il y en a qui disent que c'est trop grand, etc., parce que ça peut avoir du sens, notamment parce qu'en fait il va avoir une racine qu'on dit pivot, qui va aller chercher de l'eau en profondeur, qui va stabiliser pas mal l'arbre. Donc, alors sur des climats qui changent, là, c'est peut-être intéressant d'avoir quelques francs pour résister un peu mieux aux sécheresses, non? Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas persuadé que ça soit que en fonction du système racinaire. C'est-à-dire que c'est le foliaire aussi qui appelle l'eau. Donc un arbre qui a beaucoup de feuilles, souvent il les fait tomber quand il y a trop de soleil. Et donc c'est pas dit que soit les arbres les plus grands qui soient les plus résistants. D'ailleurs, moi je me méfie à chaque fois de ce que j'entends quand j'entends des choses là-dessus, parce que c'est pas forcément parce qu'ils évident. ont plus de besoins que les autres finalement. Ouais, en fait un gros système foliaire, il faut l'alimenter. Les feuilles évapotranspirent, et du coup c'est les feuilles qui appellent l'eau. Donc c'est pas dit. D'accord. C'est pas dit. Par contre, il sera quand même plus autonome avec des racines plus profondes. D'accord. Donc c'est cohérent. Bon, donc sur le terrain, moi j'ai pas de contraintes de temps. Évidemment, j'aimerais bien avoir des fruits rapidement, mais enfin c'est pas une contrainte majeure. Donc je t'ai demandé dans ce que je t'ai demandé, il y a un mix de francs et de semi-vigoureux pour justement pouvoir voir la différence. Alors tu me diras, je vais voir la différence dans 10 ans, mais... mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, 10 ans peut-être pas quand même, mais logiquement tu verras effectivement que sur un pommier, tu auras des pommes un peu plus vite sur le semi-vigoureux. Après, ça permet aussi d'étager différemment les cultures. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va créer un peu de dimension dans le verger. Et puis moi je trouve ça très bien parce que parce qu'on sait pas trop ce qui va nous arriver dessus. Donc aujourd'hui on préconise la diversité. On sait que la diversité biologique, elle est très importante pour la résilience. Ça maintenant c'est prouvé. Donc c'est intéressant d'avoir des haies, c'est intéressant d'avoir de la diversité dans le verger, etc. D'accord. Donc sur cette surface-là, moi j'avais prévu 8 arbres. Ça te semble jouable? Ah oui, 8 arbres, c'est tout à fait jouable. D'accord. On peut en mettre plus, très clairement. En fait, les semi-vigoureux, on les met tous les 4 mètres. En vrai, c'est largement suffisant. Même, je te disais 3, c'est tout à fait possible pour des pommiers. Donc si c'est des semi-vigoureux, il n'y a pas de souci. Et puis entre 2 francs, si jamais tu as 1 franc de pomme, 1 franc de poire, tu vas les mettre plutôt tous les 8 mètres, eux. Mais tu peux avoir un pêcher au milieu, ou un arbre, le pêcher étant plus petit, c'est pour ça que je parle de lui, ou même un pommier semi-vigoureux. Semi-vigoureux pour le pommier, le porte-greffe c'est M106 par exemple.
on peut très bien imaginer 2 cerisiers francs, un peu comme 2 pommiers francs ou 2 poiriers francs à 8 mètres, 10 mètres, et au milieu, un arbre plus petit avec un porte-greffe plus petit. D'accord. Après, voilà, il faut agencer, il faut faire son design en fonction des porte-greffes. Ouais, d'accord. Oui, ça demande un petit peu de réflexion quand même. Ça demande un petit peu de réflexion. Après, voilà, c'est des informations qu'on trouve. Hein. Maintenant, il n'y a quand même pas beaucoup de... Il n'y a plus trop de mystère là-dessus. Souvent, on préconise des distances un peu longues. Nous, clairement, mais bon, parce qu'on fait d'arboriculture aussi à la ferme, on s'est rendu compte qu'on était relativement peu dense par rapport aux pommiers, quoi. D'accord. On a beaucoup d'autres plantes sur les lignes. On fait de l'agriculture syntropique, tout un autre sujet encore dont on ne parlera pas ce matin. Mais grosso modo, nos pommiers sont à 6 mètres sur semi-vigoureux, c'est large, c'est très large. D'accord. Ok. Là, on a combien de sions? C'est bien des sions? C'est des sions, ouais. D'accord. Là, on en a 9. Là, il y a 9 sions, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a des pêchers, on a un peu de tout, hein, des pêchers, un amandier. Ouais. Le pêcher, on le reconnaît parce que souvent, il fait des anticipés, il fait des branches latérales de la même année que l'axe principal. D'accord. On a des poiriers, pêchers, on a des cerisiers, on a un petit abricotier, on a aussi des pommiers. Très bien. Ouais. Et donc avec un mix de vigoureux et semi-vigoureux. Oui. Oui, parce que tu voulais tester, et c'est bien, comme ça, tu verras. Donc, effectivement, il y a typiquement ce poirier-là, on voit donc bergamote sur Kirschenthaler. Kirschenthaler, donc voilà, ce qui est très important, et ce que vous n'avez pas forcément dans une jardinerie classique, c'est le couple. On a bien compris maintenant qu'on a greffé une variété sur un porte-greffe. Ouais. Donc, il est primordial que vous ayez 2 informations. Ce n'est pas juste la poire bergamote, c'est la poire bergamote qui est greffée sur Kirschenthaler. Et Kirschenthaler, après, bon, bah, il faut le savoir, mais aux pépiniéristes de le dire aux clients, Kirschenthaler, c'est un porte-greffe franc, vigoureux. C'est un porte-greffe donc de poirier issu de semis. D'accord. Donc issu d'un pépin de poire, d'une poire qui s'appelle la Kirschenthaler, juste parce qu'il donne des arbres homogènes. Mais en fait, ça pourrait être Pyrrhus communis, un porte-greffe donc issu d'un poirier sauvage. Ce serait relativement la même chose. Donc ça, c'est l'arbre franc de Auger, etc. Oui, parce que connaissant le porte-greffe, après, tu peux comprendre pourquoi il réagit de cette manière-là ou manière-là au terrain, oui, exactement. Ou aux maladies qu'il peut avoir. Ou... Ouais, alors les maladies, bon, faudra quand même voir les choses de manière globale. On risque quand même d'avoir des problèmes similaires entre un porte-greffe franc et semi-vigoureux. D'accord. Peut-être qu'il sera moins attaqué le franc, mais bon, ça reste pas non plus... Enfin, c'est peut-être pas l'aspect le plus important, je dirais. Mais en tout cas, effectivement, le comportement de l'arbre va être important. Et d'ailleurs, souvent, après ça c'est vraiment valable en arboriculture parce qu'ils sont assez exigeants et c'est normal, c'est leur métier, les arboriculteurs, mais on choisit un couple porte-greffe variété. La variété, si elle est vigoureuse, parce qu'il y a des variétés qui vont pousser fort, et avec des pores, on va dire, un peu fermés, on va lui mettre un porte-greffe moins vigoureux pour calmer cette vigueur. Et puis à l'inverse, si on a une variété relativement peu poussante, il faudra qu'elle ait un porte-greffe un peu plus poussant pour contrer ce manque de vigueur. Ouais, d'où l'intérêt de connaître le couple greffe-variété. Tout à fait. Après, si tout ça est un peu compliqué, il faut faire confiance aux pépiniéristes, mais le pépiniériste est censé connaître tous ces aspects-là et du coup conseiller en fonction les particuliers. Après, bon, on n'est pas obligé de tout prendre en compte non plus pour avoir des fruits dans son jardin. Typiquement, la reine des rainettes, elle a un port assez fermé. Elle a plutôt de type... chez les pommiers, il y a 4 types. Il y a le type 1, 2, 3 et puis 4, en gros, quoi. De fermé à ouvert, de dressé à ouvert.
Et bon, bah, ce qu'on sait maintenant en arboriculture, c'est que les porcs dressés sont un peu plus durs à mettre à fruit. Ils vont mettre à fruit plus tardivement. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas acheter la Reine des Rainettes, qui est une très bonne pomme, très bon pollinisateur aussi accessoirement. D'accord. Ben alors ça veut dire que si je vais voir un pépiniériste dans le Gers, lui normalement il connaît les sols du Gers et il va plutôt orienter sur le porte-greffe qui va bien, quoi. Et oui, a priori, ouais. S'il fait bien son boulot, carrément, c'est ça l'idée. Donc c'est ton cas, je suppose que tu prends en compte, j'essaye, ouais, tout à fait, ouais, on essaye à fond. Alors après, effectivement, un des aspects aussi qui est important pour des gens qui veulent planter un peu un verger important, c'est de connaître son sol. Ouais. Pour faire les choses bien, soit on fait une analyse et là on est sérieux, ça coûte 100, 150 €, donc ça reste à un coût. Mais si on plante 10 arbres fruitiers, ça peut commencer à valoir le coup. Ou alors au moins on se renseigne en demandant aux voisins. Après, des fois il y a un peu des mythes sur les sols. Chez nous, on nous dit tout le temps que c'est argilo-calcaire. Ouais. C'est pas forcément argilo-calcaire partout. C'est pas forcément calcaire. Ouais. Il n'y a pas forcément du calcaire actif dans nos sols partout. Oui, nous, on a un pH relativement neutre. On n'est pas forcément uniforme, quoi. Tout à fait. Nous, on a des veines de sable en haut de notre parcelle. Ouais. Il y a les fameuses boulbènes dont on parle souvent dans le Gers, qui sont des sols un peu plus acides. Donc, il y a quand même des différences. Souvent, les anciens sont de très bons conseils. Pas hésiter à leur demander si on n'est pas sûr. Et puis après, on peut faire un peu de reconnaissance aussi avec des plantes bio-indicatrices. Ça, c'est encore tout un autre domaine, etc. Mais on n'est pas obligé de faire une analyse de sol. Mais c'est important de savoir un peu sur quel type de sol on est. Ouais. Parce qu'en regardant un sol, comme ça, on ne peut pas savoir de quoi il est composé ou... C'est difficile. Si on voit des châtaigniers pousser partout, on sait et des merisiers, on va dire beaucoup de merisiers, on peut déjà faire une petite supposition que c'est un peu plus acide. Si les forêts de chênes en haute coteaux, on sait que le chêne est bien adapté à des sols calcaires, donc c'est sûr qu'il y a des sols argilo-calcaires dans le Gers. Après, on peut quand même difficilement présumer de la nature d'un sol juste en observant la forêt. S'il y a énormément de prêles, ça va nous indiquer quelque chose. D'accord. Mais tout ça, il faut s'y pencher un petit peu. Ouais. Et on peut aussi facilement faire des tests de bêche, où là, du coup, on prend une bêche, on fait le test de la bêche, à savoir... Est-ce qu'on a des galeries de vers de terre? Est-ce qu'on a des racines dans le sol? Est-ce qu'on a de la porosité? Est-ce que le sol il est un peu en structure grumeleuse, qui fait un peu le couscous? Ou bien est-ce qu'il est cassant? Et du coup, en fait, il y a peut-être moins de matière organique, etc. Ouais. C'est un vaste domaine, voilà. Quand même. C'est entre les greffes, les variétés, la nature du sol. C'est l'agronomie. C'est l'agronomie. Nous, ça nous passionne. C'est un métier, carrément. On n'est pas du tout obligé d'aller au fond de tout ça si on veut planter un arbre. Une fois de plus, il faut faire un peu confiance à la personne à qui on l'achète. Ouais. Mais c'est sûr que si, par contre, on veut pousser un peu le vice et aller dans les détails, c'est clair qu'on peut regarder plein de choses. Je suppose que les pros, ceux qui font de la production, eux, ils analysent vraiment finement leur sol pour savoir exactement ce qu'il faut mettre. Oui, et nous, on n'est pas non plus complètement là-dedans parce que un sol, ça reste quelque chose de vivant. Et du coup, moi, personnellement, je trouve que c'est presque plus intéressant que le sol soit bien vivant, qu'il y ait de l'apport du coup, de matière organique, notamment ligneux, donc avec du carbone, donc avec ce qui est ligneux, c'est du bois qui est dur. Ouais. Donc typiquement le BRF dont on parle souvent, ça reste quelque chose de très louable si on n'en met pas non plus des énormes quantités. Sinon il peut y avoir quand même un peu des blocages. Mais en fait, quand on fait des apports comme ça de biomasse, on rétablit des déséquilibres qu'il peut y avoir. Ouais. Si on manque d'oligo-éléments, de bore ou de quoi qu'est-ce, nous, du coup, on fait des analyses fines, effectivement. Mais là, ça coûte un peu plus cher. Ouais. Et puis, nous, on produit des fruits. Donc, on veut aussi que les arbres derrière, ils produisent bien. On n'est pas obligé d'aller là-dedans. OK. Tout ça, ça m'amène à
Une question, c'est quelles sont les espèces que tu proposes et les variétés que tu proposes? Donc là, il y a des pommiers, des cerises, poires. Ouais. Qu'est- Donc Qu'est-ce que tu moi je proposes, toi? propose à la pépinière des Mawagites, je développe tous les fruitiers, on va dire classiques, Ouais, et j'ouvre de plus en plus à des fruitiers un peu plus méditerranéens. Donc les classiques, c'est les pommiers, poiriers, pêchers, cerisiers, pruniers, coings, kakis, ouais, qui sont de plus en plus demandés à juste titre parce que c'est des arbres qui sont relativement rustiques. d'accord. Kaki, amandier, qui maintenant s'adapte au climat sans trop de soucis. Et puis je commence à faire des grenadiers, des oliviers et surtout des agrumes rustiques. Ouais. Et ça c'est pareil, maintenant ça y est, moi j'ai des collègues là chez qui je vais de temps en temps, on mange des super bons agrumes. Donc les Sur agrumes dans des le Gers, ça agrumes fonctionne. rustiques, ouais. Donc Ouais. là, il faut vraiment sélectionner les variétés et les porte-greffes. Le Ouais. porte-greffe aussi, donc c'est pédoclimatique, hein, il s'adapte au sol et au climat. Bon, bah, il y a des porte-greffes qui sont plus résistants au froid que d'autres. Mhm. C'est le cas du Poncirus trifoliata, par exemple, pour l'agrume, ou du FA5, qui lui va plus s'adapter à un sol calcaire. Donc voilà, en fonction. D'accord, donc on Toujours rejoint pareil. encore l'avantage du porte-greffe, c'est que Exactement. lui, il peut compenser une variété qui est plus adaptée à un climat chaud, parce Oui, que lui, alors, il va compenser en résistant à des climats un peu plus Alors, froids. l'adaptation au froid, elle se fait par les deux, hein. Clairement, si le greffon, donc si la variété, elle n'est pas résistante au froid, bah, il va geler. Ouais. Le porte-greffe va pas geler, il va repartir, mais la variété va mourir. D'accord, ouais. Donc, il faut quand même que ça soit un peu, il faut que ça soit les deux. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que le porte-greffe soit plus rustique que la variété, ou au moins autant rustique. Mhm. Parce que si on a un -10 et que le porte-greffe ne tient qu'à -5, ben on comprend vite que là, pour le coup, tout l'arbre est mort, quoi. D'accord. Je voyais que tu faisais aussi des fruits rouges, enfin, Oui, des choses comme ça. et oui, je fais à côté. Donc là, je vais lancer un peu une gamme de forêt-jardin qu'on appelle un peu à tort comme ça, ou à raison d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais ça va être pas mal de plantes un peu différentes, un peu plus rares, comme des poivriers, comme des plantes où on peut manger le feuillage aussi, pour diversifier la diète, quoi, ce qu'on mange. Ouais. Parce qu'on peut produire énormément à manger sur très peu de surface, et ça, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Aussi, évidemment, donc des petits fruits, de la mûre sans épines, très adaptée à chez nous parce qu'elle est vachement résistante. Elle Et- fait vite de l'ombre. Et ça se plante quand, ça? Et alors, bah, tout peut se planter l'hiver, Ouais. à part tout ce qui est peu résistant au froid. Les agrumes, par contre, clairement, il vaut mieux les planter après les dernières gelées, qui D'accord. poussent fort, parce qu'en fait, la rusticité d'une plante dépend de l'âge de la plante. Ça, on ne le dit pas assez. Mais quand on dit, par exemple, une satsuma, donc c'est une clémentine ou mandarine, à chaque fois je me trompe, qui est résistante à -12, si c'est le cas, c'est quand elle est adulte ou quand l'arbre est un peu développé, quoi. D'accord. Donc moi, je vends des arbres qui sont quand même jeunes, d'où l'idée de le planter après les dernières gelées, qu'il ait une saison de pousse la plus importante possible. Les agrumes, il faudra leur donner à manger, très clairement, les suivre que la fertilité soit importante, et qui soit du coup le plus grand possible pour leur premier hiver en pleine terre. D'accord. Les petits arbres comme ça, c'est enfin les framboisiers ou des choses comme ça peut se planter en plein milieu d'un terrain ou il faut qu'ils soient planqués, protégés? Ouais, alors il y a beaucoup de petits fruits quand même qui sont issus de climats un peu moins chauds que le nôtre, climat un peu plus montagnard ou de début de Piémont, Piémont alpin, Piémont pyrénéen. Et du coup, framboise, cassis, groseille, on aime bien qu'ils soient à la mi-ombre. Et du coup, c'est là qu'on va composer D'accord. le jardin Ouais, en ouais. fonction des différentes essences qu'on a. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'entre deux pommiers qui vont faire un peu d'ombre, on peut très bien mettre des petits fruits. D'accord. Alors, la première année, c'est les premières années en fait où ce sera compliqué. Donc, si on a déjà un peu de l'ombre sur un terrain, on peut justement composer en fonction. C'est là que vient qu'on fait appel au design vraiment D'accord. d'une plantation. Et où là, bah, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui viennent rentrer en ligne de compte.
Est-ce que le sol est plutôt hydromorphe et auquel cas on va planter plutôt des pruniers que des pêchers? Est-ce que le sol a beaucoup de... Enfin, l'endroit où on veut planter est très ombragé ou non? D'accord. Donc Donc c'est bien, ça veut dire que dans 2-3 ans, je peux dire, tiens, je vais compléter avec des petits fruits entre mes arbres. tout à fait, Ok. à fond. Ce qui est déjà le cas dans le verger un peu plus vieux, mais le verger Oui, c'est plus vrai, vieux... Bon, le problème, c'est que des arbres comme ça qui sont malades, souvent, bon, il y a un moment où il faut les enlever parce qu'ils risquent de ramener des maladies à d'autres, du chancre. Parce que tu penses qu'ils sont malades, là? Enfin, Ouais, potentiellement. Ah ouais. oui, potentiellement, quand ils sont alors remplis de lichen, c'est pas forcément un signe de maladie, mais quand ils ont des branches qui sont cassées, qu'ils ont le tronc qui est fissuré, Ouais. Il y a des D'accord. chancres, il y a des Ok. coups de soleil, il peut y avoir plein de choses. D'accord. Bon, il va falloir renouveler tout ça, alors. Ouais. Comment je fais là? Je vais pas les planter aujourd'hui. Comment je fais pour les conserver pendant une semaine Bah, alors là, il pleut, Ouais. donc ça tombe bien pour les fruitiers. Ça garde le système racinaire humide. Ouais. Mais par contre, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient au soleil. Et même s'il pleut, là, il y a de la luminosité. Donc c'est bien de les garder avec le sac plastique que j'ai enlevé pour la vidéo. Mais si tu ne les plantes pas tout de suite, soit tu les gardes une journée ou deux dans un sac poubelle bien hermétique à la cave, Ouais. soit tu vas les mettre en jauge dans du sable ou dans du terreau. En tout cas, il faut que les racines restent humides, D'accord. surtout pas qu'elles sèchent. D'accord. Après, Mais je peux les conserver une semaine, là, ça. tu peux les conserver jusqu'à mi-février. Moi, ils sont en jauge jusqu'à mi-février, Ah oui, d'accord. Oui. avant qu'ils débourrent, en fait. Mais c'est quand même conseillé de planter plus tôt en saison. Plus tôt on plante, plus tôt ils vont s'enraciner. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire à partir de début décembre, c'est bon, on peut y aller, voire mi-novembre. Moi, je commence à vendre mi-novembre parce que j'ai pas trop le choix. Bon, bah, je vais pas trop tarder, là. Voilà, mais tu peux très bien, si tu n'as pas le temps, si c'est détrempé, si vraiment il a plu beaucoup, il vaut mieux des fois attendre que le sol se réessuie D'accord. et de planter sur un sol qui fasse moins une grosse gadoue, une grosse bouillasse, parce que ça, nous, on l'a fait à 2-3 reprises, on n'avait pas trop le choix, parce que des fois, les grosses plantations, on les prévoit et puis on n'a pas le choix. Et du coup, résultat, mauvaise reprise quand même, parce que la bouillasse, les arbres, ils n'aiment pas, parce que ça déstructure complètement le sol. D'accord. Bon, allez, dernier point, parce qu'on est en train de prendre l'eau et c'est pas forcément très agréable. Comment on plante? Quelle taille de trou faut faire? Est-ce qu'il faut amener de la matière? Ouais. Est-ce qu'on doit les tailler? Voilà, si tu veux bien m'expliquer, parce que c'est moi qui vais faire ça après, donc Et ouais, carrément. il faut 2-3 directions, quoi. Donc pour planter un arbre, notamment dans la prairie comme ça, ce qui se passe un peu d'expérience là, c'est que en enlevant la prairie, on enlève du coup souvent une petite partie de terre qui est dans le racinaire de la prairie qu'on a un peu du mal à remettre. Ouais. Et donc un peu automatiquement on fait une cuvette, d'autant plus qu'on va venir décompacter la terre pour la recompacter. Ouais. Et même si on remet l'herbe à l'envers au-dessus, ça crée quand même un peu automatiquement une cuvette. Ouais. Or, la cuvette, chez nous, c'est pas du tout une bonne idée, quoi. Sauf si vous avez un sol drainant. Mais chez nous, la plupart du temps, c'est des sols un peu lourds, avec pas mal d'argile. Et une fois de plus, ce que va détester le plus le fruitier, peut-être même devant la sécheresse, c'est l'asphyxie racinaire hivernale. Et ça, on a toujours un peu tendance à minimiser cet aspect-là. Donc, plutôt planter sur but, ou en tout cas que ça soit pas une cuvette au final. Ouais. Et du coup, le plus facile pour ça, c'est de ramener un peu de matière. D'accord. Donc, oui, c'est bien d'amener un peu de fumier bien décomposé, ou un peu de terreau, un peu de compost. Ouais. Ça, c'est toujours bien. Après, il ne faut pas non plus surdoser les apports. Si vous avez du fumier qui est jeune, c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, il va être un peu plus riche. Ouais. Mais il ne faut pas en mettre trop, quoi. D'accord. Bien le laisser sur le premier horizon du trou de l'arbre. Ouais. Quand on fait un trou, du coup, donc c'est pour ces arbres-là, on va faire un trou de
de 60 cm de diamètre, c'est pas mal. Et puis sur 30 de profond, 60, on va jamais y arriver. Mais en tout cas, il faut toujours faire un trou qui est un peu plus important que le racinaire de l'arbre. D'accord. Prendre les premiers horizons, donc les premiers 10 cm du trou, les mettre d'un côté, puis le fond du trou de l'autre. Parce que c'est bien après de ne pas mélanger cette terre-là. En fait, la fertilité d'un sol, elle se trouve dans les 10 à 15 premiers centimètres du sol. D'accord. En dessous, ça reste beaucoup pour la structure de la plante. C'est des racines qui vont aller chercher de l'eau, mais qui vont assez peu trouver de fertilité, quoi. Et ça sert à rien de mettre du fumier au fond du trou. D'accord. Okay. On remet la terre qui était au fond, en la rendant meuble, en essayant du coup de casser les mottes le plus possible. C'est pour ça que si c'est détrempé, on ne va pas y arriver et qu'il vaut mieux attendre quand même que le sol se réessuie. Donc après une journée ou 2 ou 3 de beau temps. Et puis, ça ne sert à rien de ramener du sable ou des cailloux au fond d'un trou, voire de mettre l'herbe de tonte au fond, parce qu'on crée comme ça vraiment des espèces d'horizons qui n'ont pas lieu d'être dans la nature. Il n'y a jamais tout d'un coup, à part des morceaux de bois, de racinaires qui se décomposent, mais c'est quand même un autre sujet. On a assez peu... quand on fait un labour, typiquement, qu'on laboure et qu'on vient retourner les horizons, c'est pour ça qu'on dit maintenant que c'est pas une bonne idée, agronomiquement parlant. Ça veut pas dire qu'un petit labour est pas des fois conseillé, mais un labour profond, on les déconseille de plus en plus parce qu'on va venir mettre de la matière fraîche en profondeur, là où il n'y a plus de vers de terre, où il n'y a plus de micro-organismes qui vont décomposer cette matière-là. D'accord, ok. Donc je fais mon trou, je remets au fond du trou la terre qui était au fond en l'aérant un peu, et par-dessus, je fais un mix entre du fumier et la terre que j'ai récupérée. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et après, très important, on va venir pailler avec ce qu'on veut, ce qu'on a surtout. Le meilleur paillage, c'est souvent celui qu'on a, donc ça peut être du déchet de broyat, donc pas du déchet de broyat, du broyat tout court de haies, ça c'est super, du BRF, de la paille, mais il faut en mettre beaucoup, de l'herbe de tonte, il faut quand même en mettre un petit peu aussi, autour du tronc, mais pas en contact avec le tronc. On laisse toujours 10 cm autour du tronc, qui soit bien libre, parce que la plupart des fruitiers, le tronc n'aime pas l'humidité. Ça c'est encore plus vrai avec les agrumes, qui vont développer du phytophthora si c'est trop humide, mais c'est quand même le cas de pas mal d'essences. D'autant plus qu'on fait remonter artificiellement le niveau du sol si on paille de 10 cm et que le porte-greffe va faire des racines dedans, des racines aériennes. Et en plus, du coup, si le point de greffe est un peu trop bas, et ben, ça va être la variété qui risque de s'affranchir du porte-greffe. Ça veut dire qu'elle va faire elle-même des racines. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, puisque du coup, ce qu'on veut, c'est un porte-greffe particulier pour un sol particulier, etc. Ok. On arrose après donc bien pailler, surtout le truc qui est très important, c'est pour qu'il n'y ait pas de l'herbe au pied des arbres. Là, typiquement, ton verger, ça va, maintenant, il pousse parce que les arbres, ils sont installés. Mais si tu plantes là, dans l'herbe, et que tu laisses l'herbe autour, ils vont vraiment avoir du mal à s'implanter. Parce que les graminées, elles ont un gros système racinaire qui est très fasciculé, avec plein de racines, et qui, du coup, prennent beaucoup d'eau l'été et vont... je ne suis pas fan du terme de compétition racinaire, mais pour le coup, la graminée, ça va quand même être le cas, parce que le fruitier va avoir beaucoup plus de mal à faire ses racines. Du coup, le fait de pailler, l'idée, c'est vraiment d'occulter la pousse de la prairie sur un espace suffisamment important pour que l'arbre puisse développer ses racines. Et cet espace suffisamment important, c'est d'un 1 mètre carré, on est large, mais 60 cm², c'est déjà bien. En tout cas, pour que ça soit occultant, il faut mettre beaucoup de paille. Une fois de plus, pas au niveau du tronc, mais autour, un peu comme une bouée en 3D, quoi. Comme ça, et beaucoup de paille, voire de la bâche. Si on veut mettre de la bâche, après, voilà, chacun aura ses idées écolo là-dessus ou pas, mais toujours est-il que c'est bien de le faire pour occulter la pousse de la prairie. Ok, d'accord. Et après,
Arrosage. Arrosage, les arbres fruitiers, il faut les suivre la première année, la deuxième année et peut-être même la troisième, c'est sûr et certain, surtout sur des canicules comme on a eu cette année. Ouais. Faire des gros arrosages, c'est beaucoup plus intéressant a priori que d'arroser tous les 3 jours, quoi. Donc on va venir arroser une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, pour sauver les arbres si c'est en pleine canicule. Et l'année dernière, je me souviens qu'en mars, il avait très peu plu et je commençais à me demander si j'allais pas devoir arroser mon verger. Puis il s'est mis à pleuvoir au moment où on avait besoin. En plus, c'était sur le début de la floraison, c'était vraiment pas évident de laisser les arbres sans eau à ce moment-là. Donc malheureusement aujourd'hui, là, avec le dérèglement climatique qu'on a, il faut être vigilant sur l'arrosage presque toute l'année. Évidemment, en hiver, il y a beaucoup moins besoin. Et si on a besoin d'arroser l'hiver, ça va devenir vraiment critique. Mais par contre, ça peut être au printemps. Enfin, en tout cas, on a eu une canicule en juin, là. Ouais, d'accord. Et là, il fallait arroser, ouais. Ok. Ouais, donc la taille, c'est un grand sujet. Hein. Donc, c'est compliqué, mais grosso modo, maintenant, on sait, nous, là, en arboriculture, on en parle beaucoup, qu'on peut conduire un arbre sur un seul axe ou sur plusieurs axes. Le plusieurs axes, c'est ce qu'on appelait les gobelets avant, mais on n'utilise plus trop ce terme-là. Un seul axe, solaxe, la conduite en solaxe, il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Ça sous-entend garder donc l'apex, le bourgeon apical, directeur de l'axe de la branche, quoi, de la seule charpentière qui va être l'arbre, et que toutes les autres branches un peu fortes, on les enlève. Ce qu'on veut, c'est que ça soit des branches fruitières qui mettent à fruit beaucoup plus qu'à bois, quoi. Donc ce qu'on appelle ce qui est mise à fruit, c'est plutôt ce qui descend en dessous de l'horizontale. Ouais. Et tout ce qui est fort, qui est élevé, qui est aussi avec des entre-nœuds espacés, ça va être plutôt du bois, et ça va donner du fruit, mais dans longtemps. Donc, grosso modo, soit on les taille là à la plantation si on veut faire un multi-axe. Ça va être le cas du prunier, par exemple, qui se conduit assez bien en multi-axe. Ça va être le cas du pêcher aussi, qu'on aime bien ouvrir, parce que ça fonctionne bien comme ça. On peut faire du pêcher en axe, mais la plupart du temps, quand même, c'est en plusieurs axes. Mais, par exemple, un pommier se conduit très bien sur un seul axe. Alors là, tu abordes des sujets qui sont donc, et ouais, qui m'échappent un peu. Mais ça complexifie un peu la question, notamment de la densité. Oui, parce que si on est sur un seul axe, on va pouvoir planter plus dense que si on est sur des arbres plus ouverts. Mais grosso modo, on fait un choix, le choix de la taille de formation au moment où on le plante, à savoir est-ce qu'on veut un axe ou plusieurs. Donc si tu as un prunier et que tu choisis plusieurs axes, tu mets un coup de sécateur là où tu veux que les charpentières partent. C'est pour ça que moi je laisse les arbres libres et que je fais pas de taille. Ça veut dire que là, dans cet état-là, on choisit après. Enfin, il y a déjà une certaine détermination ou choix effectué. Ou là, on peut faire absolument ce qu'on veut. Non, alors là, on peut faire ce qu'on veut justement parce que ce sont des arbres d'1 an. Ouais. La taille de formation, on l'a fait au bout d'1 an, donc on l'a fait à la plantation quand on reçoit les arbres d'1 an. Typiquement, là, ce poirier. Mais ça veut dire que même là, à la plantation, il faut commencer à se poser la question de la taille. Tout à fait. Ouais. On peut ne pas se la poser, auquel cas, les arbres, on les conduit en axe, automatiquement, ou alors on perd 1 an, en fait, si on le fait l'année prochaine, quoi. Si on veut tailler cet arbre pour qu'il fasse plusieurs axes, plusieurs charpentières, ce poirier-là, et qu'on le fait l'année prochaine, bah, c'est un peu dommage. Là, il va faire automatiquement des charpentières si on le taille. Après, grosso modo, il y a pas mal d'arbres qu'on peut garder en axe, donc c'est clairement pas obligé de faire une taille de formation pour que l'arbre s'ouvre. Ouais, encore une fois, c'est un domaine. Voilà, c'est pour ça que je te disais, la taille, c'est tout un monde. On pourrait faire des longues vidéos dessus, parce que ça dépend beaucoup de l'arbre. Ça dépend aussi un peu de ce qu'on veut nous, mais on essaye maintenant de plus en plus de regarder comment l'arbre pousse et d'aller dans cette direction-là. Et puis après, c'est beaucoup un rapport entre fruits et bourgeons, donc bourgeons à fruits et bourgeons à bois.
Et là, c'est vraiment, on rentre dans la physionomie de l'arbre et ça prend du temps. Ouais. Bon, allez, dernier point, la protection des jeunes arbres. Oui, donc là, j'ai trouvé des piquets en acacia qui, du coup, sont résistants, quoi. Parce que l'acacia, c'est quand même bien ce qu'il y a de plus résistant, qui font 1,60 m, c'est un peu haut, mais qu'il faut planter de bien 50, que le piquet soit vraiment bien enfoncé, qu'il ne bouge plus. Ouais. Donc ça, c'est protection contre les chevreuils, hein, surtout. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin de tutorer un arbre sur un semi-vigoureux, sur un porte-greffe semi-vigoureux, encore moins sur un porte-greffe franc. Ouais. Encore que le semi-vigoureux, il a des fois tendance un peu à tomber comme ça, donc finalement, ça peut être bien de le faire, mais on peut attendre qu'il pousse un peu, de voir s'il y a besoin ou pas. Toujours est-il que par contre, si vous êtes dans un champ ouvert dans le Gers, il y a des chevreuils partout. Ça, c'est clair, ouais. Et là, du coup, il faut les protéger. Auquel cas, c'est un piquet du côté du vent dominant. Souvent, nous, c'est l'ouest, mais bon, après, ça dépend de chez vous, quoi. Mais là où il y a le vent dominant, vous plantez le piquet, puis vous mettez la protection. Et donc, ça, c'est des protections qui ont trois caractéristiques. Donc bon, de protéger déjà, quand même, c'est son premier, c'est sa première faculté. Des chevreuils. Alors les chevreuils, ce qu'ils viennent faire, c'est pas forcément manger l'arbre, mais juste faire leur bois, frotter leur jeune bois, qui viennent de pousser pour enlever un duvet là. Et donc en frottant leur bois sur l'arbre, ça peut tuer l'arbre. Ça peut être radical et vous perdez la moitié de votre verger, voire plus. Nous, on a eu des gros dégâts. Ouais. Donc là, forcément, ils ne vont pas pouvoir le faire parce que l'arbre est dans la protection. La protection, elle protège aussi du coup des gros coups de soleil. Ouais. Sur un jeune bois, c'est toujours intéressant, sur un jeune arbre. Et en plus, là, ça se voit, il a plu. Et je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais vraiment, ça condense l'eau. Et du coup, ça ramène via les micromailles là, de l'eau au pied de l'arbre. Donc ça a quand même 3 fonctions intéressantes. D'accord. Alors, je plante mon piquet, je mets la gaine là. On plante l'arbre. Ouais. Oui, d'accord. On plante l'arbre d'abord, hein, ça c'est clair. Ouais. On évite donc la cuvette, tout ça, on sait comment on plante un arbre. Ouais. On met la protection. Alors on plante le piquet après à côté de l'arbre, au côté plutôt au niveau à quelle distance de l'arbre? Et pas bien loin, quoi, à 20 cm max. D'accord. Puis la protection, donc elle est pliée comme ça en deux, on la plie à l'inverse du pli d'origine, comme ça là. Ouais. Ça c'est relativement important de le faire. Donc sur toute la longueur. Ouais. On vient la rouler comme ça, là, rapidement, clac. Et puis en fait, on appuie bien sur les nouveaux plis qu'on crée, quoi, pour que la protection d'arrière, elle fasse un carré, quoi. D'accord. Voilà. Et là, elle tient, elle fait un carré. On a notre arme au milieu. Et le dernier petit détail, mais qui est assez important quand même. C'est ce que j'ai appris avec mes collègues là, qui ont planté un nombre phénoménal d'arbres, c'est que le haut de la protection est abrasif, l'arbre il va avec le vent bouger et se frotter là et ça va le blesser, donc on fait un petit ourlet comme ça de plastique qui maintient en plus un peu le carré, quoi. D'accord. Et là c'est bon, on a notre piquet dedans et donc qui est forcément plus bas que ce qu'il est là, parce qu'on l'a bien planté de même 60 cm pour qu'il ne bouge pas, quoi. Ouais. On l'a planté vent dominant et on vient mettre un fil de métal en haut, un fil de métal en bas, bien serré. On n'a pas besoin d'enterrer la protection, mais on la met au niveau du sol. Ouais. Ça, c'est anti-rongeur aussi, hein. Donc c'est contre les lapins. D'accord, qui peuvent... Ça les arrête, les lapins, là en bas? Ouais, le lapin, il va, c'est double fonction, quoi. D'accord. Et puis après, on vient pailler comme ça, on sait qu'on ne paille pas au niveau du tronc. D'accord. Alors par contre, il faudra venir un peu désherber tous les ans. Mmh. Ça va pousser au niveau à l'intérieur de la protection. D'accord. Et du coup, il faudra venir un peu désherber, quitte à défaire le bas les 2 petits fils de métal. D'accord. Mais ton fil de métal, c'est juste pour solidariser solidariser le piquet.
Avec à la gaine. protection. Ouais. Ok. Voilà. Et là, vous êtes paré. Et en Super. plus, du coup, accessoirement, le piquet, on le plante bien vertical et il va venir faire un peu tuteur de l'arbre, puisque l'arbre, il est pris dans la protection. Oui, Donc, il ne peut pas se retrouver complètement penché. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, bah, très bien, très bien. Antoine, merci beaucoup de toutes ces infos. Bah, de rien. Vraiment passionnant. C'est un vaste domaine, mais c'est très intéressant. Bon, bah, moi, maintenant, c'est à moi de bosser et puis de vraiment planter le truc. Et ouais. Tu verras ça en vidéo, tu me diras si j'ai fait des conneries ou pas. Ouais. Et puis, de toute manière, bah, on va les suivre, ces arbres. Ça va être sympa de voir comment Mais ça ouais, évolue carrément. sur les 5-6 ans à venir. Mais ouais, on pourra plus parler de formation, justement, des arbres. Ouais, bah, si tu as l'occasion de revenir, ce sera avec grand plaisir. Superbe. Eh ben, merci. Merci à toi. Allez, va te rentrer parce qu'il commence à pleuvoir, c'est pas très sympa. Ouais. Merci à toi, Antoine. De rien. Allez, on sait maintenant tout sur la plantation des fruitiers. La semaine prochaine, on passe à la pratique. Et pour que ce soit plus amusant, on sortira le tractopelle. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À mercredi prochain. Ciao.